Bonjour, je suis Maëlle Denis. Bienvenue sur le podcast Passion d'artistes et d'artisans. Pour ce 13e épisode, j'ai rencontré Mylan. Elle est facilitatrice graphique. Dans cet épisode, elle raconte son parcours professionnel, de son goût du dessin enfant et ses différentes étapes professionnelles, en commençant par la conception 3D, en passant par le dessin de presse, jusqu'à son métier actuel, qu'elle nous explique plus en détail et les qualités requises pour la facilitation graphique. Mylan distingue le niveau de dessin attendu sur ce type d'exercice, comparé par exemple à de l'illustration. Elle partage généreusement son expérience d'étudiante à l'école des Arts Déco. En parallèle de cette vie professionnelle riche, Mylan est une artiste et inventrice. Elle nous a également expliqué comment parfois elle doute ou abandonne, mais aussi comment elle réussit et l'exposition qu'elle a fait cet été sur les séries Les Pelotes et Voilà un homme, ce qui nous a permis de décrire plus en profondeur son style graphique et ses goûts. J'ai appris la signification des mots pronoia et nudge. L'épisode se conclut sur ses rêves et projets pour le futur. Bonne écoute. Bonjour Mylan. Bonjour Maëlle. Comment vas-tu ? Très bien, ravie de te parler et d'échanger avec toi. Merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Donc, Mylan, sur ton profil Instagram, tu dis que tu es dessinatrice, curieuse et enthousiaste. Et en fait, après, dans tes fonctions, on va parler un peu plus tard, mais tu dis que tu es facilitatrice graphique. Et moi, déjà, j'aimerais savoir comment est-ce que ça t'est venu l'envie de dessiner ? Alors, l'envie de dessiner, je crois que c'est assez classique. Pour les gens qui dessinent dans ce métier, c'est quelque chose que j'ai depuis toujours. Depuis que je suis toute petite en maternelle, je dessine depuis toujours. Donc je me suis jamais posé la question d'où est-ce que c'est venu, ça a toujours été là en réalité. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais envie d'en faire ton métier ? Très tôt aussi, je savais que je voulais faire un métier dans les arts appliqués. Quand on m'a expliqué qu'il y avait ces filières qui s'appelaient arts appliqués, j'ai hésité en fait entre plusieurs filières créatives. Donc j'avais envie de faire du stylisme, de faire de l'architecture intérieure, de faire de l'architecture tout court, de faire du graphisme, du cinéma d'animation également. Je m'étais jamais dit par contre que je pouvais faire du dessin, uniquement du dessin. Pour moi, le dessin était au service d'une création d'objets, création de vêtements, création d'accessoires. Et tu te souviens du déclic ? Je me souviens du déclic. Alors, je ne sais pas si c'est un déclic, c'était une intention pendant très longtemps de faire un métier créatif, un métier où je fabriquerais, où je créerais des choses. C'était tout le long de la primaire. C'était aussi mes hobbies, mes loisirs. Vraiment, dès qu'il y avait une occasion de dessiner, une sorte d'animation, à côté de l'école, chez moi, je prenais cette occasion. Dans la marge de ton cahier ? Dans la marge de mon cahier, mais aussi en essayant, je me rappelle une de mes premières expériences un peu d'ampleur, c'est au centre d'animation. Je crois que c'est un centre d'animation dans la ville de banlieue où j'ai grandi qui allait être détruit. Et donc il y avait une super liberté sur les murs de ce centre. Et donc les animateurs nous avaient dit, mais en fait on peut dessiner sur les murs parce que dans un an ça va être rénové. Donc allez-y les amis, ils avaient mis à disposition des pots de peinture. Et donc j'ai fait une fresque, une fresque que moi, dans ma tête, c'est vraiment une fresque géante. En fait, bon, ça ne devait pas être si grand, mais quand même, où je pouvais dessiner vraiment ce que je voulais. Et je trouvais ça incroyable. Ouais, j'aimerais bien d'ailleurs revoir la photo, mais évidemment, il n'y a pas eu de photo de prise. Ah, peut-être que quelqu'un a pris la photo, on ne sait pas. Qui sait. Voilà, Châtenay-Malabry, le centre, je ne sais plus comment il s'appelle, près de la place Cyrano de Bergerac, si quelqu'un a les coordonnées. Et du coup, c'est quoi le métier de facilitatrice graphique ? Alors ça, c'est un métier, c'est mon 4e métier, je l'ai découvert il y a 8 ans. Je ne savais pas qu'il existait. Je l'ai découvert parce que j'ai rencontré un jour un illustrateur dans l'espace de coworking où je travaillais. Un illustrateur qui m'a été présenté, comme à l'époque j'étais également dessinatrice. Entre collègues, on s'est présenté, on s'est montré nos travaux et on s'est posé quelques questions. Et donc je lui ai demandé, mais où est-ce que tu publies ? Puisque pour moi, un dessinateur publiait ou dans des ouvrages édités par des maisons d'édition ou dans des magazines, ou éventuellement travailler pour de la communication. Mais en tout cas, pour moi, quand on dessinait, nos productions étaient utilisées, imprimées dans des médias. Et il m'a répondu, mais moi je publie jamais.
Je dessine uniquement en direct. Et il me dit, je fais du dessin en direct ou de la facilitation graphique. Et ça se passe pendant des événements professionnels, comme par exemple le séminaire des ophtalmologistes, dont je reviens justement. Alors là, moi j'étais complètement stupéfaite. Exactement, je lui ai dit, attends, comment ça? Quoi, le séminaire des ophtalmologistes? Mais raconte-moi, comment ça marche? Et il me dit, les ophtalmologistes se réunissent donc, dans un séminaire, dans un hôtel, en province, et moi, on me demande d'intervenir, donc on me paye les frais de transport, on me paye la nuit d'hôtel. Toute la journée, je vais dessiner le contenu de ce qui se dit dans ce séminaire. Je vais faire des petites blagues dessus, parce que lui, c'était un dessinateur qui avait un angle humoristique, donc il fait des blagues, des calembours sur ce qui se dit dans un séminaire d'ophtalmologiste. Il arrive à rendre ça drôle et attrayant. Et ces dessins sont affichés au fur et à mesure de la journée sur un écran pendant les conférences ou les interventions. Et il me dit voilà, et à la fin, pour cette prestation, on va me payer le tarif d'un photographe ou d'un consultant. Enfin, quand même un tarif assez élevé. Mais c'est un peu comme un caricaturiste ou pas du tout? Alors les caricaturistes, à ce qu'il me semble, peuvent travailler seulement sur 3 façons. En fait, au moment où je te dis ça, je me dis je me trompe peut-être, mais les caricaturistes les plus connus, c'est ceux qui travaillent pour des journaux satiriques, donc Charlie Hebdo, mais d'autres journaux aussi, ou même pour Le Monde parfois. Donc ils font des chroniques sur l'actualité très vite. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai fait avec un style moins politique que les dessinateurs les plus connus, mais en tout cas que j'ai fait pour une newsletter de Télérama qui portait sur la culture, l'actualité culturelle en général. Donc ça, il s'agit de réagir sur l'activité et de proposer des petites vignettes un peu humoristiques. L'autre façon de travailler quand on est dessinateur de presse, on peut travailler quand on est vraiment très connu pour la télévision par exemple. Il y a des débats où on a des gens qui dessinent très très vite en direct et c'est montré à la télé et commenté. Mais j'ai pas connaissance qu'on puisse faire vraiment du dessin de presse sur des événements. Enfin, vraiment humoristique et politique. On peut faire du petit dessin d'humour et c'est un peu lui ce qu'il fait. Mais c'est peut-être un petit peu différent. Ça n'a pas porté à critiquer un message. C'est plus prendre une parole et donner un autre angle de vue dessus. Et toi, ton style, c'est humoristique ou pas? Alors à l'époque, j'étais dessinatrice de presse. Et j'avais un style que je dirais féminin, légèrement ironique, cynique, sur des sujets de société. J'avais un blog qui s'appelait Les Bobos Dessins, avec ce mot bobo, dans lequel je me reconnais et que j'aimais bien tourner en dérision, en décrivant des situations, des contradictions. J'aime bien travailler sur les contradictions, les ambivalences qu'on a dans notre vie de tous les jours, entre nos valeurs, la façon dont on réagit, surtout par exemple la façon dont on consomme. Ça c'est des choses que j'aime bien titiller. Enfin, en tout cas, j'étais beaucoup plus ironique et caustique dans mon style de dessin ça fait maintenant ça fait 15 ans qu'aujourd'hui. Enfin, je crois. Voilà, donc ça c'était mon style effectivement léger, un peu ironique, satirique, mais léger et pas du tout politique. C'était vraiment sur ces sujets de mode de vie. Et dans ton travail, tu interviens seule? Parce que je suppose que c'est pas uniquement en séminaire, en tout cas, dans quel type de situation tu interviens? Alors, en fait, la facilitation graphique, donc ça consiste à dessiner en direct pendant toutes sortes d'événements. Donc ça peut être des séminaires professionnels, des salons, des conventions citoyennes, des rencontres donc entre habitants par exemple. C'est vraiment très vaste. Ça consiste à résumer en direct par du visuel le contenu de ce qui est dit. Donc ça consiste pas forcément à dessiner les gens ou les ambiances des événements, ça consiste plutôt à représenter les idées. Donc par exemple, un séminaire sur la biodiversité, sur la protection d'oiseaux en Picardie, je vais plutôt représenter les bonnes pratiques pour protéger cet oiseau par exemple. Ok. Et donc en fait, tes dessins, ils vont appartenir à la société qui a fait appel à toi et après ils vont les conserver, les publier ou en faire ce qu'ils veulent. Exactement. En fait, j'interviens vraiment comme un photographe d'événement. Donc je suis associée à un événement. Je viens avec mon matériel, des feutres, des supports. Parfois, même très souvent, je prépare en avance un petit peu le contenu de l'événement parce que je ne connais pas forcément les problématiques. Je peux travailler, par exemple, j'ai travaillé sur la méthanisation dans les Hauts-de-France, sur le recrutement des talents dans des grandes organisations, sur
l'IA dans les différentes DSI en France, les meilleures façons d'être efficace. J'ai travaillé sur la biodiversité beaucoup, sur la transition écologique dans les territoires. Enfin, c'est très très vaste, toutes sortes de sujets en réalité. Donc je viens en ayant un petit peu lu avant, en ayant discuté aussi beaucoup avec la façon dont l'événement se découpe et est animé. Il y a souvent dans ces événements des séances d'intelligence collective, c'est-à-dire que souvent les événements aujourd'hui, au lieu d'être des événements descendants où quelqu'un parle et les autres écoutent, il y a toujours des moments où il y a des ateliers entre participants et où on demande aux participants de réfléchir ensemble autour... Oui, type table ronde. Ouais. Voilà, alors, ou des tables rondes où on échange autour d'idées. Ça, c'est vrai qu'il y a des tables rondes de débat où on échange autour d'une idée, d'une prospective. Mais c'est aussi souvent, par exemple, les collaborateurs d'une entreprise, ils vont essayer de définir pour eux, est-ce qu'ils se retrouvent dans la vision phare de l'entreprise, où ils vont interroger la raison d'être, où ils vont réfléchir à un nouveau produit, ou à comment évoluer dans 10 ans face à tel événement. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais, c'est vaste. Ouais, et dans ce cas-là, il y a des méthodes d'animation qui sont des méthodes d'intelligence collective, en fait, pour que les gens arrivent à réfléchir correctement, que ce ne soit pas désordonné, qui sont animés souvent par un collègue qui est un facilitateur. Ça, c'est un autre métier que je ne connaissais pas qui s'appelle facilitateur. Et moi, je vais appuyer cette réflexion en faisant apparaître au fur et à mesure les messages importants que les gens expriment. Donc, c'est un travail, il faut écouter ce qui est dit. C'est un travail où je choisis qu'est-ce qui, selon moi, est important et où je le représente en utilisant souvent une métaphore visuelle pour essayer de le rendre attractif, clair, essayer de lui donner du sens. Ouais, c'est un peu la clé du travail. Moi, j'ai vu certains de tes dessins, tu as pas mal de personnages et un peu de mots, mais je suppose que tu essayes de réduire un maximum les mots parce que finalement, après, ça devient des pavés illisibles. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment dans la facilitation graphique, il y a savoir dessiner, bien sûr, mais il y a aussi un énorme travail de synthèse et il faut choisir où on met le curseur entre vouloir tout dire, être exhaustif, mais ça, du coup, ça n'a aucun... Enfin, c'est pas le but, et choisir juste quelques éléments qu'on va mettre en valeur. Et donc, on a parlé de ton style avant Ironique ou pas, et moi, je parlerais bien de ton style graphique, parce que j'ai l'impression que tu travailles beaucoup sur justement des lignes hyper simples, la ligne justement, et au feutre. Alors oui, j'ai ce qu'on appelle un dessin au trait. J'ai démarré le dessin de presse et l'illustration en général à l'époque où ont émergé Margot Motin et Pénélope Bagieux, donc je suis un peu dans cette lignée en fait. C'était vraiment le tout début des blogs quand j'ai démarré. Donc oui, je fais des dessins avec une ligne noire, dessin au trait un peu réaliste, avec peu de couleurs. Je pense que mon style a évolué parce que ne serait-ce que l'outil, avant j'utilisais vraiment des petits feutres fins et je dessinais sur des petits formats pour faire du dessin de presse. Et quand je suis passée en facilitation graphique, on travaille sur des grands formats, on travaille au marqueur. Et donc je travaille avec maintenant ce qu'on appelle des feutres plumes. Donc c'est des marqueurs, mais qui au lieu d'être biseautés, se terminent par un pinceau, des feutres pinceaux. Et donc j'ai un trait comme ça assez... qui peut ressembler un peu à du dessin à l'encre en grand, mais avec effectivement très rapide, c'est un dessin très rapide, synthétique, et avec un trait noir. Tu travailles sur des grands formats, genre paperboard, t'es debout, ou comment ça fonctionne? Oui, quand j'arrive, en fait, effectivement, le format le plus connu, c'est sur carton plume, donc c'est un carton qui fait 70 par 100 cm, voire plus, qui est un peu rigide, et qui est positionné sur un chevalet ou sur un paperboard avec un rebord. Effectivement, je suis debout et donc je dessine de manière à ce que les personnes qui soient à côté puissent voir le dessin se faire au fur et à mesure. Parce que justement, quand il y a des ateliers d'intelligence collective, ça va leur permettre d'ancrer ce qui se dit. Ça va leur permettre aussi, par exemple, s'ils sont un peu distraits, de rattraper un peu ce qui s'est dit. Ça va également leur permettre, et c'est ça le plus intéressant, de faire des regroupements d'idées, puisqu'ils vont voir exposer 3 idées clés qui ont été prononcées je ne sais pas, pendant 20 minutes, il y a 3 idées qui émergent, donc moi je vais les représenter avec des métaphores, et le fait de les voir juxtaposées côte à côte, ils vont faire des rapprochements, ils vont rebondir dessus de façon plus riche que si c'était uniquement oral, et ça permet également de les mettre d'accord, parce qu'en réalité, quand on représente quelque chose, c'est un peu une vision commune qui est représentée. Et à la fin de l'atelier, en gros, tout ce qui est inscrit
est considéré comme valide, approuvé par les participants. Ça, moi, je vérifie qu'ils sont bien d'accord. Je leur demande, est-ce que c'est bien comme ça est-ce que cette métaphore est juste par rapport à l'idée que vous évoquiez? Est-ce que j'ai bien compris votre pensée en exprimant ça? Moi, quand vous avez dit ça, j'ai entendu ça, je le représente comme ça, est-ce que ça vous va? Parfois, ils me suggèrent des choses. Donc, il y a vraiment un côté comme ça de ping-pong d'échange verbal. Bah ouais. Sinon, ce serait trop bizarre, quoi. Enfin, oui, sinon, ce serait uniquement ma traduction. Là, le but, c'est d'avoir un échange. Et à la fin, ce contenu, alors, il a plusieurs utilités. Il a donc cette utilité en direct d'améliorer les échanges. Enfin, moi, je considère que ça enrichit la réflexion des groupes. Il a ce côté où il peut être partagé en fin de réunion. Ça peut faire une synthèse. Parfois, je commente les visuels que je fais. Je réexplique et du coup, ça ancre un petit peu ce qui s'est dit. Et puis, ça donne aussi aux participants, ils aiment bien, je pense, la vision de quelqu'un de neutre qui ne connaît pas leur business ou leurs problématiques. Et qui le redit. En plus, quelqu'un qui ne fait pas du tout leur métier, moi je dis toujours, moi je ne connais pas votre sujet, j'ai soigneusement écouté ce que vous avez dit, ce que je peux vous apporter, c'est une traduction visuelle, et donc j'explique comment j'ai représenté les idées que j'ai entendues, donc ça c'est intéressant pour eux. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir partager à des gens qui étaient absents, donc ou parfois c'est uniquement partagé à des gens en interne de l'entreprise, ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là. Et parfois aussi, c'est partagé à l'extérieur de l'entreprise, parce que la problématique, si c'est sur la protection des oiseaux ou les violences faites aux femmes, c'est des problématiques qui sont grand public et utiles à tout le monde. Et du coup, il y a des sujets qui te parlent et d'autres qui ne doivent pas te parler. Des fois, tu refuses des projets ou pas? Alors, quand j'ai commencé, j'avoue, je prenais tout ce qui pouvait arriver. J'avais tellement envie de découvrir. Donc, j'ai découvert le monde des grands groupes, notamment. Le monde de l'entreprise, en fait, que je connaissais pas du tout. Puisque moi, j'ai été avant dessinatrice presse et indépendante, designer industriel indépendante, professeur d'art appliqué. Donc, c'est des métiers où je ne connaissais pas du tout l'univers de l'entreprise. D'être devenue facilitatrice graphique, ça m'a permis de découvrir toutes sortes d'organisations. Donc c'est comme du journalisme en fait. Je me retrouve aussi bien dans un ministère que dans une start-up, que dans une petite association, que dans une usine de fenêtres en Bretagne, que pour la préfecture de Nanterre. Enfin, c'est vraiment très très varié sur des problématiques très variées. Donc moi déjà, ce qui m'attire, c'est ça. C'est la découverte de nouveaux univers et de nouvelles problématiques. Je me suis mis un curseur qui est de refuser de travailler pour des organisations dont la production, le service, le but ne me correspond pas. Donc, par exemple, après, il se trouve que personne ne m'a jamais appelé pour travailler pour le tabac ou pour l'armement, mais voilà, ça, je pense que je refuserais. Au début, donc, j'acceptais tout. J'ai aussi travaillé pour des banques, j'ai travaillé pour des grands groupes publics et des grands groupes privés, pour l'énergie, pour vraiment, des secteurs très divers. Et ensuite, plus j'ai réussi à avoir des clients, plus j'ai un peu sélectionné mes projets. En fait, c'est pas que j'ai sélectionné, c'est que j'ai mis en avant les projets sur des sujets qui me plaisaient. Donc j'ai mis en avant des sujets sur la transition écologique, sur la reterritorialisation, des sujets sociaux, et aussi, j'avoue, des sujets sur le luxe ou sur les ressources humaines, parce que j'adore travailler dans ces univers-là aussi. Et il se trouve qu'en faisant ça, en mettant en valeur uniquement les sujets qui m'avaient le plus passionné, ça a attiré d'autres clients sur ces secteurs. Donc tout doucement, je me suis retrouvée à avoir des dominantes de clients, moins de grands groupes et plus d'organisations publiques. Plus d'organisations publiques ou de petites structures de l'économie sociale et solidaire, par exemple. Cool. Après, j'avoue que j'ai un autre critère de choix qui est avec qui je travaille. J'ai des partenaires réguliers qui sont des agences de conseil ou des cabinets de consultants. J'ai aussi un réseau de collègues qui me font des recommandations où on peut intervenir à plusieurs. Et ça, quand c'est des partenaires que j'aime bien, avec qui j'ai l'habitude de travailler, quel que soit le client, finalement, j'accepte. Parce qu'on travaille à plusieurs, on se connaît, et c'est toujours très agréable.
Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur le métier, sauf si tu as autre chose à me raconter que j'aurais oublié de te demander. Si, moi alors je donne aussi des formations à la facilitation graphique dans des écoles d'art parfois. Et j'explique toujours aux étudiants que donc ce métier de la facilitation graphique, il demande un sens du dessin rapide et un esprit de synthèse. C'est les deux qualités, compétences requises. Et il offre par rapport à l'illustration selon moi, plusieurs différences et avantages. Je ferai une comparaison entre le théâtre classique où un acteur apprend ses textes pour une pièce donnée, et le théâtre d'improvisation où il est également sur scène, mais où on va lui donner des contraintes et il va réagir dans l'immédiateté. Donc la facilitation graphique, c'est un peu ça. C'est-à-dire si on considère que l'illustration classique, c'est un peu comme du théâtre, où on va travailler pour des textes déjà écrits, on a du temps, on va les préparer, on va faire beaucoup d'allers-retours. Et la facilitation graphique, c'est de l'improvisation sur un événement donné. L'avantage que ça offre, c'est que pour moi en tout cas, c'est lié à la contrainte de temps, et donc ça oblige à prendre des décisions très rapides, à finir ce qu'on a commencé, à ne pas hésiter, à ne pas pouvoir recommencer. Pour moi, c'est très très utile parce que tant que j'étais dessinatrice, et j'hésitais, je recommençais 1000 fois, j'étais pas contente de ce que je faisais, alors que là, on n'a pas le choix, il faut avoir fini à telle heure, et donc on se pose pas trop la question de est-ce que c'est bien ou pas, on fait du mieux qu'on peut, et à la fin, c'est comme ça, quoi. Et ça veut dire qu'il faut avoir fait tes gammes avant aussi, un peu d'avoir éprouvé ton dessin pour justement être dans cette fluidité, quoi. Il faut avoir un minimum de confiance, mais en réalité, quand on démarre les premières fois, on est vraiment jeté dans l'eau. Hein. La plupart des gens, on ne peut pas être sûr de soi quand on démarre, on ne l'a jamais fait. Et donc, moi je revois les premiers scribes, on appelle ça des scribes, hein, les boards qu'on réalise. Moi je les trouve horribles, mais c'est pas grave. Et après, l'autre avantage aussi, c'est que le bénéfice, le client ou les participants qui te voient dessiner et qui n'ont pas du tout l'habitude de voir des gens dessiner, et encore moins des gens dessiner en direct, ils sont mais vraiment très très gentils et très très encourageants et très bienveillants. Ils trouvent ça incroyable. Juste écrire un mot droit sur un tableau, ils trouvent ça incroyable. Ils te remercient, ils te disent que c'est super, ils te disent mais bravo, mais comment vous avez fait. Enfin ça, il y a un retour immédiat de ce qu'on fait et on est extrêmement valorisé. Alors que quand j'étais dessinatrice, et je pense que tous les dessinateurs qui travaillent pour la presse et l'édition le savent, on envoie nos books à des directeurs artistiques qui sont submergés de books et qui parfois ne répondent pas. C'est pas une question de valeur, c'est simplement que il faut qu'on trouve la bonne personne, le bon projet où notre style correspond au projet. On voit sortir énormément d'ouvrages quand on va au salon du livre, au salon de Montreuil, des milliers d'ouvrages on voit le travail de collègues qui passent sur Instagram, et donc on se dit mais il y a tellement de dessinateurs de talent, tellement de productions incroyables, on ne peut pas s'empêcher de se comparer. Si on n'a pas beaucoup de travail, on se sent hyper fragile. Donc c'est très dur, c'est-à-dire que il n'y a pas de reconnaissance en fait, très peu. Quand on envoie aussi des travaux à un directeur artistique, la qualité demandée... Une forme de solitude. Ouais. Ah oui, il y a une forme de solitude, bien sûr, de doute, d'hésitation. C'est un métier quand même très précaire et où, à moins d'être assez connu, les tarifs sont quand même à négocier. C'est difficile financièrement. Et puis aussi, il y a une exigence de qualité énorme. L'exigence qu'on se donne, quand on est dessinateur et qu'on va sortir un livre pour enfants ou la couverture d'un ouvrage, on sait que le dessin va être imprimé, on a envie d'être fier de son dessin, qui corresponde bien au texte, donc on n'est jamais content, on va hésiter 62 fois. Et en plus, on a le regard aussi du directeur artistique et le regard de la maison d'édition, qui vont faire des retours, qui vont vous demander des corrections, etc. Donc on est fragile. Quand on fait du dessin en direct, le dessin il est fini à 17h, il a été fait en 4 heures. Enfin, c'est un dessin, c'est une synthèse visuelle, il est comme il est, et en général, tout le monde comprend que dans les contraintes de temps qui ont été là, le dessin, il est le mieux qu'il puisse être, et il est accepté comme tel. Et en plus, il n'est pas imprimé, on sait que... Oui. Voilà, c'est pas une œuvre d'art, c'est un dessin au service d'un événement, d'une pensée.
Moi, je trouve que Ça c'est... t'a détendu, quoi. Ah, tellement. Ouais, ça m'a énormément détendu, ça m'a rendu plus sociable parce que voilà, je travaille avec des gens. Ça t'a décomplexé un peu sur ton... Enfin, décomplexé dans le sens où... Moins se poser de questions, quoi. Oui. Moins ruminer, moins... Ouais, tout à fait. Ouais. Ça m'a enlevé les problèmes d'ego aussi, où je me posais des questions sur qu'est-ce que je valais comme illustratrice parmi tant d'autres illustrateurs. Voilà, ouais, ça m'a beaucoup soulagée. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ce métier. Et surtout la dimension sociale de découverte, de pouvoir aller dans plein d'environnements. J'ai appris énormément de choses sur la société en général et sur comment marchent toutes ces organisations. Enfin, moi, je trouve ça fascinant. J'ai découvert des industries dont j'ignorais l'existence. Ce qu'on appelle, par exemple, j'ai appris le vocabulaire des entreprises qui peut paraître... le b.a.-ba pour les gens qui travaillent dans des organisations, mais moi je ne connaissais pas. Par exemple, la différence entre B2B et B2C. Donc B2B, business to business, c'est les entreprises qui travaillent pour des entreprises. Et B2C, les entreprises qui travaillent pour des particuliers. Et le B2B, j'ai appris qu'il y avait tellement d'entreprises qui faisaient des choses dont je n'avais pas idée, je ne m'étais jamais posé la question. Donc, un monde souterrain. Exactement. Je trouve ça fascinant, des entreprises qui fabriquent du matériel pour les hôpitaux, des entreprises qui fabriquent des tuyaux pour faire passer telle chose. Enfin, je trouve ça assez... c'est toujours... ouais, c'est sans fin en plus. C'est sans fin, exactement. Et apprendre que telle entreprise existe et que je m'étais jamais posé la question qu'elle existait, mais qu'en plus c'est la numéro 1 de son domaine. Enfin, c'est fou. Et en plus, le fait de te retrouver dans des... Parce que je pense que les périodes de séminaire ou de périodes de réflexion, c'est des moments où justement c'est un peu pas une relax, je sais pas, peut-être plus détendu malgré tout, une ambiance un peu plus... où on est moins collé à son travail et justement on demande aux gens de prendre un peu du recul et du coup tu t'arrives dans une ambiance où les gens sont... Oui, c'est pas représentatif du tout du quotidien de collaborateurs dans une entreprise. Ça, j'ai bien conscience que c'est pas le séminaire annuel ne représente pas la façon dont les gens travaillent. Mais par contre, on entend, alors c'est peut-être... Moi, je pense pas que ce soit de la langue de bois, en tout cas, j'ai pas cette impression, pas complètement en tout cas. On entend les grands discours de vision, quelles vont être les orientations de l'organisation. On entend aussi les grandes problématiques. Moi, je trouve ça passionnant de savoir que telle entreprise se pose la question de l'appauvrissement des ressources, comment faire pour y faire face, du marché qui est envahi par un tel et un tel. Enfin, c'est de l'économie. Et c'est des choses que je ne connaissais pas. Et de les voir incarnées par des gens dans des problématiques super concrètes, ouais, je trouve ça assez passionnant. Moi, j'aime beaucoup. Et est-ce que le fait d'être décomplexé et aussi de développer ce style très fluide sur le trait que tu t'as dit que tu avais depuis longtemps avec dans le mouvement de Pénélope Bagieux, etc., est-ce que ça te permet aussi d'être plus à l'aise pour continuer tes dessins à côté et tes expos qui vont venir ou pas? C'est une bonne question. Effectivement, je me dis souvent que pour faire avancer des projets perso, il faudrait que je retrouve cette contrainte de temps, le fait de dessiner en direct, quasiment sans faire de brouillon, et de se satisfaire du dessin que j'aurais réalisé en 2 heures pour mes projets perso. Ça, c'est la théorie. Parfois, je me dis, allez, je me donne 2 heures, et 2 heures plus tard, j'ai fini cette image. Et en réalité, ça ne marche pas vraiment. Quand j'ai pas de vraies contraintes extérieures, quand il n'y a que moi qui décide si je m'arrête ou pas, souvent je commence et puis je me laisse envahir par mes travers et je doute, j'hésite et je laisse des choses inachevées. Donc mes projets perso, j'ai un peu de mal à avoir des projets perso finis, aboutis, à côté de mon activité professionnelle. Après, j'ai pas toujours ce que j'appelle l'élan créatif. Pour moi, il y a une sorte de moteur que j'ai depuis très longtemps, qui est un petit peu par intermittence, qui est l'envie profonde de s'intéresser à un sujet et de créer quelque chose dessus. Donc j'ai eu, par exemple, l'envie de faire une bande dessinée sur la Startup Nation. Ensuite, j'ai eu l'envie de faire une bande dessinée sur les transfuges de classe. Après, j'ai
eu une envie de faire des sortes d'autocollants pour donner un côté positif aux gestes de sécurité pendant le Covid. Bon, j'ai des élans créatifs comme ça qui me prennent, qui m'obsèdent un petit peu et que j'essaye de nourrir à côté de mon activité professionnelle. Souvent, ça dure plusieurs mois, parfois une année. J'en parle, je me donne des objectifs. Et puis, il faut bien se rendre à l'évidence, souvent au bout de 2 ans, j'abandonne. Ou alors... 2 ans, c'est long. Disons qu'un projet de bande dessinée, voilà, il y a de la documentation. En fait, je fais souvent les phases de documentation, d'interview, les phases de croquis. Je dessine un peu quelques planches, mais après, toute la rigueur qu'il faudrait, la persévérance, pour vraiment aller jusqu'au bout, ma motivation s'épuise un peu et je continue pas. Et souvent, je suis envahie par une autre idée. C'est un peu... voilà. Donc, j'ai toujours une idée de projet personnel en fond de cerveau. Et souvent, c'est une idée qui me motive. Je trouve ça toujours super d'avoir ça. Mais par contre, je ne suis pas arrivée à concrétiser jusqu'ici. Mais là, tu vas faire des expos quand même. Alors exactement, là, je vais faire une exposition. C'est une exposition de 2 idées. En fait, c'est 2 projets que j'ai réalisés sur 2 périodes différentes, sur des sujets complètement différents. Et je suis très contente de faire cette exposition parce que là, je suis obligée d'aller jusqu'au bout et surtout de montrer ces travaux. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'abord d'une série de créations que j'ai réalisées pendant le confinement. Comme beaucoup de gens, j'étais un peu désœuvrée pendant le confinement, puisque je travaille dans l'événementiel et qu'évidemment, pendant le Covid, tous les événements ont été annulés. Donc pendant le confinement, j'ai passé une partie du confinement à faire des dessins méditatifs autour d'un thème, autour plutôt d'une structure plastique que j'aime beaucoup, depuis toujours, qui sont les tressages, les maillages, les fils. Et donc j'ai fait des dessins de pelotes. Alors j'appelle ça des pelotes, mais en réalité il faut que je trouve un nom là à l'exposition et je ne sais pas encore comment les intituler. En vrai c'est des sortes d'écheveaux, d'entrelacs, ça ressemble à des pelotes de laine de toutes formes, toutes couleurs, toutes tailles. Et donc c'est des dessins très méditatifs parce que évidemment c'est plein de fils à représenter, donc c'est des dessins au feutre. Et j'en ai fait quasiment un par jour du confinement, j'en ai une trentaine, quarantaine. J'en ai fait dans des conditions de sobriété, on va dire, parce que j'ai utilisé que les feutres que j'avais sous la main, je les ai tous usés. Ah, j'ai cru que tu allais me dire sans boire. Ah non Non, je mangeais très bien et je buvais pas... Non, j'allais dire je buvais pas mal, non, c'est pas vrai. Mais j'étais bien nourrie pendant le confinement. Mais par contre, j'avais très peu de supports. Donc j'ai été dans ma cave, j'ai récupéré tous les supports en bois, en carton que je pouvais avoir qui traînaient chez moi. Et incroyable, j'en avais beaucoup parce que j'accumule beaucoup de choses de récup que je pense pouvoir utiliser dans mes créations. Et donc là, j'ai dessiné sur toutes sortes de supports disparates avec toutes sortes de marqueurs différents. Donc j'ai fait 30 dessins de la taille de 10 x 15 d'une carte postale à 50 par 50 cm. Donc tous ces dessins et ces travaux, parce qu'il y en a certains qui sont des sortes de peintures, sur des cartons peints ou des bois peints, je vais pouvoir les exposer là bientôt dans un lieu qui s'appelle Joli Môme et qui est un resto-bar dans le 20e arrondissement qui a aussi une salle d'exposition. À côté de cette série de pelotes, j'ai eu ensuite, ou avant, je ne me rappelle plus très bien, je crois que c'était un peu avant, une période où sur un défi, je me suis mis à dessiner des hommes nus et joyeux, des petits hommes tendres. Alors cette idée est arrivée parce que quelqu'un a comparé mes dessins aux petites femmes de Wolinski et je me suis rendu compte qu'effectivement je dessinais plus spontanément des femmes que des hommes. À l'époque je m'étais remise au dessin de nu, donc je dessinais aussi des silhouettes de femmes nues et ça m'a un peu interpellée parce que moi j'avoue que le dessin de presse à l'ancienne où des dessinateurs de presse dessinent des petites femmes nues, alors souvent en plus des dessinateurs de presse âgés qui dessinent des jeunes femmes nues avec des gros nibards, et non. Souvent. Enfin, vraiment, ce dessin, comment on peut appeler ça, paillard un peu. Je trouve ça un peu fatigant, en vrai.
Et je me suis dit, mais pourquoi les dessinatrices, alors qu'il y a de plus en plus de dessinatrices, ne dessinent pas aussi des petits hommes nus et en vrai, je me suis dit, mais moi, si je devais dessiner des petits hommes nus, à quoi ils ressembleraient? Et je me suis dit que je voudrais que ce soit des hommes beaux, joyeux, tendres. Et donc, je me suis mis à dessiner une série d'hommes dans des situations du quotidien. Donc, par exemple, un homme qui étend le linge, un homme qui fait une photocopie, un homme qui fait un château de sable. Enfin, je me suis mis à imaginer toutes sortes de situations où on peut voir un homme nu content, tout mignon, dans la nature souvent, qui fait des choses très simples. Et donc j'ai commencé une série de dessins comme ça, et l'air de rien, il y en a une trentaine. Et j'ai même un compte Instagram qui s'appelle Voilà un homme, parce que c'était le nom de ce projet. Et donc ce projet, j'ai travaillé sur ce projet par intermittence pendant 2 ans à peu près. Je crois que ça devait être entre 2018 et 2020. J'ai parlé avec beaucoup de copines de ce projet, de copains aussi, qui m'ont donné des idées. Qui ont alimenté... Exactement, des situations. Parce que c'est très intéressant de se dire quelle situation on pourrait imaginer un homme nu au naturel, tout mignon, qui réalise une activité un peu innocente. Un peu ce côté enfantin de l'homme qui s'amuse, qui fait une activité qui lui donne du plaisir. Voilà. Bon, allez voir le compte Voilà un homme. Bah ouais, ok, j'irai voir. Et donc cette exposition-là qui va avoir lieu au bar Joli-Môme, elle réunit à la fois des pelotes et des hommes nus. Qui vont se tricoter un pull, quoi. Avec. C'est ça, il y a un fil à tisser sans doute entre ces deux séries de créations. Est-ce que t'en as un qui tricote? Est-ce qu'il y a un homme nu qui tricote? Non, mais c'est une très bonne idée. Je peux en rajouter un. Exactement, c'est une très bonne idée. Après, pour moi, ce qui liait ces deux projets, c'est le concept de pronoia. Alors la pronoia, c'est un mot que j'ai appris en 2020. Je crois en 2020 ou un peu avant. Dans mon espace de cowork, c'est un homme très inspirant qui s'appelle Duc Adion qui a parlé de ce concept la première fois. La pronoia, c'est le contraire de la paranoïa, donc c'est le fait de penser que l'univers te veut du bien en général. Donc c'est le fait d'avoir énormément confiance en la vie, dans le fait que la vie va t'offrir des situations, des opportunités où tu vas pouvoir t'épanouir, où tu vas pouvoir faire face aussi, si jamais il se passe des choses, où tu auras toujours imaginer que tu auras toujours les ressources, en tout cas, pour affronter ces choses et les traverser. Trop bien. Ouais, j'avoue que c'est un état d'esprit que j'aime beaucoup. Et tu l'as adopté? Ouais, moi, je me suis reconnue pas mal dans cet état d'esprit. Je pense que c'est un état d'esprit qu'on a tout intérêt à avoir quand on est indépendante, freelance, parce que si on est anxieux, c'est vraiment travailler comme ça de façon un petit peu libre et quelque part assez peu sécurisée. Si on est anxieux, c'est compliqué. Donc il vaut mieux avoir cette confiance en la vie. Tu as cité plein de noms, plein de mots et tout. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration? C'est une bonne question. Parfois, je me demande pourquoi il y a des motifs et des thèmes qui me plaisent et quels sont effectivement les artistes qui m'inspirent. Alors, d'un point de vue uniquement plastique, c'est très bizarre. Je ne sais pas pourquoi, effectivement, je me pose souvent la question pourquoi il y a des formes qui me viennent plus spontanément que d'autres. Je te parlais des entrelacs, des fils, des tracés, des tissages. C'est des motifs que j'aime énormément dessiner. Après, je pense que je ne suis pas la seule parce qu'en réalité, depuis que je fais des pelotes, beaucoup de gens m'envoient des pelotes pour me montrer des choses qui ressemblent ou qui résonnent. Et oui, il y a énormément d'artistes qui aiment faire ça aussi, des fils. Bon, il doit y avoir un côté très appliqué et méditatif à faire ces traits. Donc moi, j'ai ça. Il y a des motifs aussi que j'adore symboliquement. Par exemple, j'adore dessiner des portes. J'adore dessiner des vagues, des nuages, des escaliers. Je ne sais pas pourquoi. Alors voilà, ça dessine un univers particulier. Je déteste par exemple dessiner des voitures, je dessine très peu d'animaux. J'adore dessiner des gens sous toutes leurs coutures, voilà, ça me passionne. Bon voilà, je ne sais pas pourquoi, ça vraiment, je dirais, je ne sais pas. Bon. Et ensuite, dans les artistes que j'admire et qui m'inspirent, j'aime beaucoup les associations inattendues. Donc par exemple l'univers de Magritte, le surréalisme, le fait d'associer des choses... C'est marrant parce que quand tu m'as parlé de nuages et d'escaliers, j'ai pensé au surréalisme. Ah bah oui, je pense que... oui, Magritte c'est vraiment un des grands peintres dont j'aime à la fois l'univers plastique et la signification. Ouais, vraiment. Ouais, ça doit être un
un des premiers. Après, Modigliani aussi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Modigliani quand j'étais très jeune. Aujourd'hui, ça me touche moins. Mais cette représentation des visages... Ouais, voilà, cette idée d'associer des choses inattendues. Et après, un autre mot qui définit vraiment mon univers, je pense que c'est l'harmonie. Je suis plus sensible aux œuvres qui ont un équilibre de couleurs, une harmonie de formes, qui sont assez douces, qui sont assez, quelque part, je n'arrive pas à trouver un synonyme de harmonieuse, mais en tout cas, par exemple, qui ne créent pas d'opposition, qui ne sont pas violentes, qui ne reposent pas forcément sur des contrastes. Ouais, c'est plus des choses qui me touchent. Qui vont plus dans des tons pastels ou dans des tons naturels que dans des tons naturels primaires. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. J'aime bien effectivement tous les gris colorés. Par exemple, j'adore. Et ben voilà, j'ai un trou. J'allais dire Modiano, mais ce n'est pas Morandi. Voilà, cet artiste qui peint des vases, des natures mortes incroyables, avec dans des tonalités de gris, de couleurs très sombres. Enfin, pas sombre, mais un peu éteinte. Ouais, j'adore les teintes un peu comme ça. Dans la facilitation graphique, par exemple, j'utilise souvent des palettes avec du bordeaux, du beige, du moutarde, des bleus canard, qui ne sont pas les couleurs souvent utilisées, qui sont plus vives. Des couleurs sourdes. Couleurs sourdes. C'est intéressant parce que t'es pas la première personne que je croise à être sensible à cette palette. Et en plus, j'ai l'impression que quand t'es sensible à des couleurs sourdes, enfin que tu es plus en train d'apprécier les couleurs sourdes, c'est plus difficile d'aller vers des couleurs vives que les personnes qui aiment les couleurs vives d'aller vers les couleurs plus sourdes. J'ai l'impression que le chemin est plus facile. Enfin, en tout cas, d'avoir travaillé avec des gens qui... Moi, j'aime les couleurs vives, j'aime les couleurs, hein. Tu me connais. Mais du coup, je sais que j'ai travaillé avec des gens qui aimaient plus les couleurs comme celles que tu décris. De la palette de l'ocre, kaki, jusqu'au terre de ciel, on va dire, quoi, et beige, etc. Et en fait, le deal, c'était oui, on prend tes couleurs à toi. Moi, en fait, toute la palette me va. Et je sais pas si c'est lié au fait qu'on voit pas tous les couleurs de la même façon ou quoi aux caisses, mais qu'on les ressent pas de la même façon. Mais en tout cas, alors là, c'est une bonne question. Là, en ce moment, j'essaye de trouver comment définir mon style graphique. Enfin, en fait, j'ai constaté qu'il y avait une résonance entre mes valeurs en général dans la vie et mon style graphique. Bon, ça a l'air évident comme ça, mais je me l'étais jamais formulé de façon claire. Et justement, je me suis dit que le mot qui me définissait le mieux en termes de valeur et en termes de style graphique, c'était harmonie. Donc cette idée d'avoir de la douceur, de la fluidité entre les choses, qu'il n'y ait pas d'affrontement, que les choses se marient les unes aux autres. Voilà, donc ça, je pense qu'il y a beaucoup ça dans les palettes un peu sourdes, plus que quand on met côte à côte deux teintes vives, où là, effectivement, il peut y avoir de l'énergie qui se dégage, mais souvent, c'est très voyant. Il y a un côté... très affirmé et effectivement moi je suis plus pour la nuance en général enfin là c'est d'un point de vue très général hein, mais j'aime bien les choses nuancées. Ouais, je pense que dans la vie de tous les jours Et est-ce que tu crois que selon l'hémisphère je te pose la question hein, selon l'endroit du globe où on est, on ressent pas les choses de la même façon parce qu'on n'a pas la même lumière? Ah bah ça c'est certain. Ne serait-ce que, effectivement, quand on voit dans les cultures les couleurs qui dominent. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup lié aux pigments qui ont été découverts. Je pense que ça oriente quand même beaucoup les productions, enfin en tout cas dans l'histoire, hein, les productions des couleurs. Mais quand on voit les tableaux, par exemple tous les peintres du Nord, la fameuse lumière nordique, quand on voit tous ces tableaux des impressionnistes qui ont été peints dans le Sud, des tableaux de Bonnard... avec des mimosas, oui, bien sûr que la lumière influe sur... Oui. Et moi, j'ai vraiment fait cette expérience-là aux Caraïbes, où j'avais vraiment l'impression que toutes les couleurs étaient teintées de jaune. Enfin, ok, ça t'a donné envie de créer avec... En tout cas, j'avais vraiment... pas obligatoirement envie de changer les palettes, mais en tout cas, vraiment cette impression que tout était teinté de jaune, et qu'en revenant en métropole, tout était teinté plus de bleu ou de gris. Et il y a des tableaux du XVIe siècle italien où en fait on sait à
quel moment ils ont été peints, parce qu'en fait, il y a eu une éruption et du coup, la lumière dans les tableaux change. Incroyable. Des tableaux réalistes, tu veux dire? Oui, des tableaux réalistes. Et donc, grâce à la couleur du ciel, on sait ça c'était telle date parce qu'il y a eu une éruption et ça se voit dans la couleur du ciel. Il a changé sa palette graphique pendant X temps parce que ça avait influé la couleur du ciel, quoi. Ok, waouh. Donc, je pense que, ouais, on s'influence de là où on vit, de là où on est. Et, d'ailleurs, quand on voyage, c'est vrai qu'on... Bon, je dis que j'ai des... Enfin, je pense que chaque créateur a son univers voilà, de couleurs. Mais évidemment, on l'enrichit, on peut changer de... Voilà, on va voyager quelque part et d'un seul coup, ça va nous donner envie d'explorer une autre palette. Mais néanmoins, on a quand même un cœur, je pense, de teintes qui nous touche plus, enfin qui constitue le cœur un peu de notre style, hein, je pense. Ouais. Enfin, on peut avoir des périodes, évidemment, mais... Et on n'a pas parlé de ta formation ? Ah oui, on n'a pas pris les choses dans l'ordre. Oh non, mais c'est peut-être pensé. Exactement, c'était prévu. J'ai une formation en art appliqué. Je suis passée par l'école des arts décoratifs en design industriel. J'étais persuadée... À Paris ? À Paris, ouais. J'étais persuadée de vouloir faire du design industriel. Et là, c'est quelque chose qui me retravaille un petit peu en ce moment. Je trouvais ça super de pouvoir travailler sur des objets du quotidien. J'aime beaucoup les objets, j'avoue. Et donc, j'avais l'ambition de travailler sur des théières, des chaises, des tables. Le fantasme du design à l'ICI et des choses comme ça. Ouais, d'avoir... à l'époque, c'était Stark, effectivement, oui, des grands classiques du design. Mais même travailler pour Ikea, je trouve, même si les designers sont reconnus en étant anonymes, oui, pouvoir travailler sur des objets qui sont pratiques, utiles et qui ont une certaine esthétique, qui représentent leur époque, je trouve ça passionnant. Voilà, j'ai fait ces études-là. Après, j'avoue que j'étais pas très mûre quand j'ai fait mes études, donc je pense que j'étais pas capable de défendre une vision. Je pense que pour être designer et arriver à faire des projets ambitieux, il faut arriver à la sortie des études à avoir des créations qui représentent déjà un style et qu'on peut défendre d'un point de vue conceptuel. Mais c'est dur à la vingtaine. Et j'ai des collègues qui avaient quand même cette maturité. Bon, moi j'avoue que je l'avais pas, donc j'ai un peu raté le créneau. Je pense que quand on fait une école d'art, pour bien se lancer, il faut utiliser les leviers de l'école. Il y a la réputation de l'école et son carnet d'adresses, mais il y a surtout cette posture à avoir de créateur et qu'on puisse se dire un tel, il fait des créations recyclées avec tel matériau, avec tel style de forme. Tu vois, donner une vision en fait à travers ces créations du design qu'on porte. Et je pense qu'il y a une autre chose à avoir, c'est de bien creuser son réseau, c'est-à-dire d'avoir dans l'école noué des relations, des amitiés qui te permettent ensuite de te lancer en collectif, de t'épauler. Et moi, j'avoue, j'ai fait mes études sans avoir réussi à développer ni l'un ni l'autre. Je le vois maintenant avec le recul. Ouais, mais c'est que c'était pas à ce moment-là. Ouais, j'étais un peu jeune, je pense. Quand je suis rentrée à l'école, je manquais beaucoup de culture artistique. Donc j'ai tout découvert. Et du coup, je pense qu'on peut pas découvrir et développer sa maturité en même temps. C'est deux choses différentes. Et là, du coup, il y a une grosse inégalité qui peut être présente en école d'art avec... Énorme. Ah oui, il y a un fossé culturel, il y a vraiment des différences énormes, des fractures de savoir entre certains étudiants et d'autres, oui. Alors déjà, il y a l'école des arts décoratifs, elle est assez particulière parce que l'âge à laquelle on rentre à l'école est très, très varié. Donc moi, en première année, j'étais très jeune, j'avais 18 ans, et j'étais avec des élèves qui pouvaient en avoir jusqu'à 25, donc la moyenne, elle est plutôt à 20. Et c'est vrai qu'entre un étudiant qui a 18-19 ans et qui ne connaît pas grand-chose et un étudiant qui en a 24 et qui a fait déjà avant, je sais pas moi, une licence d'art plastique par exemple, ou même des diplômes parfois qui n'avaient rien à voir. Il y avait des gens qui avaient des prépas scientifiques, il y avait des gens qui avaient fait de la sociologie, enfin c'était quand même assez varié. 7 ans d'écart ouais, sur une tranche de vie de 25 ans, c'est beaucoup quoi. Ouais, et après il y avait aussi des bagages culturels, il y a beaucoup de gens en art appliqué qui sont issus de familles de créatifs en général. Et donc forcément, ils partent avec déjà, ils connaissent les choses sur les arts visuels, mais aussi sur plein d'autres choses à côté, le théâtre, la littérature. En fait, l'école des arts décoratifs, comme beaucoup d'écoles d'art appliqués, tisse énormément de liens entre différentes disciplines. Et quand on développe des concepts, ça consiste beaucoup
à faire des rapprochements entre telle pièce de théâtre, l'univers de tel artiste, pour nourrir son projet de design. Oui. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas complètement saisi, et il me manquait beaucoup de références pour pouvoir nourrir cette dimension-là dans mes projets. J'étais très scolaire et très terre-à-terre, et j'étais un peu obsédée par la technique. Donc je pense que j'ai pas bien optimisé mes études de design en réalité. Ouais, c'est difficile. Puis c'est a posteriori, on referait bien les choses. Mais Ah bon, ouais, là... je pense que si on n'a pas les clés à ce moment-là, enfin, c'est pas... Bah c'est fait, de toute façon c'est comme ça. Hein. Ouais, que ça devait pas se passer comme ça et que voilà, chacun son chemin. Hein. Ça veut pas dire après qu'on gagne pas. Enfin, j'espère qu'on gagne au fur et à mesure des années et que genre en sortie de l'école après, bon bah c'est bon, j'apprends plus rien. Non, c'est vrai, mais je pense que j'aurais adoré travailler sur des projets, des grands projets, je sais pas moi, des grands bâtiments publics, sur je sais pas, j'allais dire meublés, tel, j'en sais rien, un accueil d'un hôpital, quelque chose d'un peu innovant et qui soit utile à tout le monde. Tu vois, j'aurais bien aimé travailler sur des projets un peu d'ampleur, à impact. Et bon, c'est pas ce qui s'est passé quand je suis sortie de l'école. Donc ça, c'était mon premier métier, designer. Mais designer où je faisais beaucoup de 3D, d'images 3D. À l'époque, ça venait de se développer. Donc j'étais un peu devenue une experte 3ds Max. Je faisais des images de synthèse pour représenter des projets conçus et dessinés par d'autres gens. Voilà, c'est un peu l'exécution. J'avoue que ça m'a fait travailler parce que j'étais freelance, mais que c'était pas d'un point de vue créatif très ambitieux. Donc ça m'a un petit peu donné envie de changer. J'avais envie de plus dessiner. Je suis partie en vacances avec une très bonne amie qui était dessinatrice à l'époque, dessinatrice qui avait un agent qui marchait assez bien. Et donc je me suis rendu compte que c'était possible de faire que du dessin. Donc ça m'a donné envie de faire du dessin, que du dessin. C'est comme ça que je suis devenue dessinatrice de presse. Et puis ensuite j'ai fait ça, sauf que ma carrière de dessinatrice de presse n'a pas aussi bien marché que la carrière de mon amie. Et donc je gagnais très mal ma vie. Donc au bout de quelques années, je me suis décidée à prendre un contrat d'enseignante en art appliqué à côté de ce job de dessinatrice. Donc pendant 7 ans, j'ai fait les deux ensemble. Et j'étais pas complètement satisfaite parce que je n'étais pas vraiment enseignante par vocation. Et le fait d'être qu'à temps partiel sur l'illustration, ça fait que ça ne marchait pas mieux que quand j'étais à temps plein en vrai. Et c'est comme ça que je suis devenue facilitatrice graphique. C'est à ce moment où j'étais un petit peu hésitante et pas très satisfaite de ma carrière professionnelle que j'ai découvert ce job. Et là je me suis dit ça réunit exactement tout ce que je sais faire. Parce que en étant enseignante, on apprend la pédagogie, donc voilà, je peux faire de la synthèse visuelle et être assez claire. Le dessin de presse, ça m'a appris à dessiner très vite sur toutes sortes de sujets, donc je me suis dit, voilà, je peux faire du dessin de presse. Et le design, ça apprend aussi à avoir une pensée très structurée et donc à comprendre des problématiques, voilà. Donc les 3 métiers que j'avais pratiqués pouvaient être utiles en facilitation graphique. Et à côté de ça, les arts et l'artisanat dont tu te nourris dans ta vie au quotidien? Alors, c'est assez récent que, quand je te parlais d'harmonie tout à l'heure, j'ai réalisé que j'avais vraiment très envie, enfin en tout cas c'est quelque chose que je fais depuis assez longtemps, d'essayer de me mettre de plus en plus dans des environnements avec des belles matières, avec un bel agencement, une harmonie en fait, des choses et des matières autour de moi. Et du paysage aussi. Donc ça, c'est une espèce d'envie de beauté. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle la beauté. Mais bon, la beauté a évidemment plein de sens. Mais en tout cas, la beauté harmonieuse, selon moi. Et donc, ce dont je me nourris, c'est tout ce qui est, beaux matériaux en général. Donc, ça peut aussi bien aller de travaux de menuiserie très simples. Alors, je pense beaucoup aussi à tout ce qui est artisanat japonais. Ça peut aller, tout ce qui est céramique. Tous ces matériaux un peu naturels, sobres. Une certaine forme de simplicité, mais une simplicité quelque part qui va vers le luxe, un petit peu. Voilà, c'est cet univers-là que j'essaie d'atteindre un peu chaque jour. Et tu as des œuvres ou des objets qui t'ont marqué? Des œuvres ou des objets qui m'ont marqué, c'est une bonne question. Je pense, un des objets que j'aime beaucoup, c'est le vase d'Alvar Aalto, par exemple. Un vase en verre qui fait comme des plis drapés. Pourquoi il m'a marqué? C'est une bonne question. Je crois que c'est un des premiers objets design du quotidien dont j'ai compris que c'était signé de quelqu'un. C'était vraiment au tout début de mes études.
Et dernière question, sauf si j'ai oublié quelque chose dont tu voulais parler, mais quels sont tes rêves et tes projets à venir? Alors, j'ai un projet de fond que j'ai depuis longtemps. Je ne sais pas si je vais réussir à le concrétiser, j'aimerais bien. C'est un projet autour du concept de nudge. Le nudge, c'est un coup de pouce mental. Le nudge le plus connu, c'est un autocollant en forme de mouche qui a été collé dans la cuvette des toilettes pour hommes d'Amsterdam, de l'aéroport d'Amsterdam, pour pallier le fait que ces toilettes étaient souvent sales. Avec de l'urine. Pour vise la mouche. Exactement. Voilà. Et donc, c'est des petits dispositifs ludiques qui vont orienter la façon d'agir des gens vers des comportements plutôt vertueux qui vont dans l'intérêt commun. Donc, pour moi, c'est beaucoup lié à l'écologie, à la sobriété. Et donc, j'adorerais travailler sur des nudges qui aident comme ça, l'air de rien, qui orientent un petit peu sur des comportements qui font du bien à la fois aux gens et à la société. Alors, par exemple, un nudge que j'aimerais bien créer, c'est encourager, alors ça a l'air assez bête comme ça, mais en vrai, c'est encourager les gens à prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur et à rendre ça un peu ludique. Par exemple, s'il y a un dispositif qui fait qu'à chaque fois que tu prends l'escalier, tu peux appuyer sur un bouton ou tourner une petite manivelle, faire associer ce geste de monter l'escalier à quelque chose d'amusant et que tu vois visuellement tous les gens qui ont pris l'escalier avant toi, tu comprends que dans telle copropriété ou dans tel immeuble, dans telle société, voilà, il y a tant de gens qui font cet effort-là que je trouve chouette parce que voilà, ça permet de faire du mouvement dans sa vie, on n'est pas assez en mouvement et ça permet aussi l'air de rien d'économiser un peu d'énergie et de moins utiliser l'ascenseur. Voilà, c'est le genre de comportement assez simple, mais j'aimerais bien avoir au quotidien des choses qui encouragent ta motivation. Bon, ça peut concerner plein de choses. Quand on a des enfants, ça peut par exemple aider au partage des tâches ménagères, même quand on est en couple, j'imagine. En fait, rendre visibles toutes les actions positives qu'on fait dans notre quotidien. Un côté un peu, je te récompense, une récompense. Enfin, c'est pas vraiment ça. Si, c'est ça, ça vient toucher des biais cognitifs. Effectivement, c'est beaucoup lié aux sciences cognitives, sciences du comportement. Où on se rend compte que souvent on fait des choses, pas seulement parce qu'on sait qu'il faut les faire ou que c'est bien, mais on fait des choses aussi par rapport à la norme sociale, l'environnement qui nous entoure. Et je pense que quand on rend visible le fait que dans un environnement, il y a tant de gens qui font cet effort-là, ça donne envie de faire comme ces personnes, ça donne envie aussi de faire partie d'un mouvement. Et donc c'est un peu cette idée-là, encouragée par le visuel. Du coup, c'est un peu détourné ce qu'a parfaitement utilisé le marketing pour te faire consommer et d'essayer de détourner ce... Alors moi j'appelle pas ça détourner, c'est utiliser les mêmes méthodes. Enfin détourner dans le sens où justement là c'est pas obligatoirement un but lucratif ou consommation, mais du coup un but inverse qui récompense quand même ton cerveau parce qu'en fait on adore les récompenses, comme on adore le sucre ou le gras, un petit côté il y a comme un côté récompensant. Après il y a, tu vois, un très bon nudge, vraiment c'est le meilleur je pense, c'est l'isoloir, enfin le vote. L'urne de vote, alors je m'exprime très mal, mais en gros il y a une problématique dans l'espace public, il y a plusieurs problématiques, mais une des problématiques c'est que parfois il y a des endroits où les gens viennent fumer et où ils jettent leurs mégots par terre. Et donc quand on installe un cendrier qui est un cendrier où on peut voter, donc c'est comme une espèce de boîte aux lettres avec deux fentes, et il y a écrit d'un côté PSG et de l'autre côté OM, où il y a écrit tu préfères, j'en sais rien, enfin un choix qui est suffisamment malin pour qu'on ait envie de se positionner. Les gens, du coup, votent avec leurs cigarettes, ils mettent leur mégot ou à droite ou à gauche. Et du coup, ils trouvent ça amusant de se prononcer avec ce mégot et ils ne se posent même plus la question de jeter leur mégot par terre. Et ça, je trouve ça vraiment très très cool. Et en plus, on voit, c'est un petit sondage. On voit un petit peu si effectivement à tel endroit, on est plus à chocolatine ou pas au chocolat. Ouais, ça j'adorerais trouver des dispositifs comme ça et j'adore aussi cette idée de low-tech, donc de créer des choses très simples souvent avec des trucs de récup. Je comprends du coup pourquoi tu dis que tu aimerais retourner au design d'objets. Je vois le lien maintenant. Du coup. Après, il y a beaucoup de liens entre quand je fais de la facilitation graphique, je fais souvent de la signalétique. Dans la facilitation graphique, il y a un côté, il faut rendre nos messages attrayants et donc on utilise des principes de signalétique, de communication visuelle pour faire passer un message de la façon la plus esthétique, ludique possible. Et donc dans le nudge aussi, il y a ça, on peut, sur des problématiques du quotidien, essayer de faire des choses qui donnent envie de faire tel geste plutôt qu'un autre, mais qui
appuie sur l'envie de le faire parce que c'est drôle, parce que ça nous rend une meilleure personne, enfin voilà, pour une raison comme ça, plutôt que parce que de faire le contraire serait interdit ou parce que on a une amende si on fait pas ça. Voilà, moi j'ai vraiment envie de travailler sur ça, sur influencer les gens, pas les manipuler, mais quoique, hein. Positivement. Voilà, pour qu'ils soient contents de faire des choses que je juge utiles sur tous les plans. Merci Mélane pour tout ce temps passé, ces Avec explications. plaisir, j'espère que c'est pas parti trop dans toutes les directions et moi ça m'a... Non, j'ai pas l'impression. Ok. De toute façon, on verra ce qui plaît aux gens. Il faudra qu'ils fassent leur retour. Ça marche. Merci d'avoir écouté en entier cet épisode. Vous pouvez découvrir le travail de Maïlan sur le site maïlan.fr et sur Instagram sur les profils Maïlan Dessine et Voilà un homme. Je vous invite à mettre un cœur ou un pouce si vous avez aimé l'épisode, à vous abonner et à le partager autour de vous. Je continue à vous chercher des profils d'excellence pour un nouvel épisode le mois prochain. À bientôt!